Nous partirons maintenant illico pour notre capsule avant de plancher sur le sujet du jour, les maladies de la prostate. Quel geste pour une prise en charge efficiente? C'est parti. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent de l'homme âgé de plus de 50 ans en Afrique. Le bas niveau de médicalisation et les difficultés à l'accès aux services de santé rendent cette affection moins connue et le diagnostic tardif. La prostate, c'est une maladie. On m'en a parlé, mais j'ai aucune idée, voilà, parce que ça ne m'a jamais eu. Je sais que quand quelqu'un atteint la prostate, pour uriner, c'est difficile. J'ai vu ça chez mon grand-père, il urine difficilement. Au début, il n'arrivait pas à uriner. Quand il va uriner, il pleure. Donc après ça, on l'envoie au CHU de Cocody. On a fait une opération. Mais actuellement, ça va, mais pas trop. Quand on parle de prostate, en fait, on parle de maladie prostatique. Ce que vous devez retenir, c'est que la glande en elle-même a plusieurs pathologies, plusieurs maladies qui se développent autour d'elle. Il y a ce qu'on appelle l'adénome de la prostate, qui est la maladie qui n'est pas cancéreuse, à l'opposé du cancer de la prostate. Et puis, entre les deux, vous avez l'inflammation, vous avez une infection de la prostate qu'on dénomme une prostatite, qui peut être aiguë ou bien qui peut être chronique. Voilà, grosso modo, les trois entités pathologiques, les trois maladies qu'on retrouve au niveau de cette glande. Selon une étude clinique, les hommes noirs ont 2 fois plus de risques de développer le cancer de la prostate que chez l'homme blanc. Aujourd'hui, une personne qui a une sujet qui a déjà plus de 50 ans, qui est de race noire, est susceptible de faire un cancer de la prostate, puisque la race est un facteur de risque de cancer de la prostate. Donc, normalement, après 50 ans, on doit faire régulièrement des dépistages par le dosage de PSA. Et une fois que le PSA est élevé, atteint un certain taux, le malade doit être adressé donc, à un neurologue qui va recommander donc, une biopsie. Et la biopsie donc, sera acheminée chez moi en anatomie pathologique pour confirmer ou infirmer le cancer de la prostate. 40% de l'ensemble des cas de cancer sont évitables. La prévention constitue la stratégie la plus rentable à long terme dans la lutte contre le cancer. La prévention pour nous, urologues, c'est de venir à partir des 50 ans et de se dire que chaque année, je dois faire un petit contrôle chez l'urologue pour éviter d'être surpris par l'apparition d'un cancer de la prostate. D'autant plus que c'est une maladie qui est indolente. C'est-à-dire que quand elle apparaît, vous ne le savez pas. Mais le jour où vous savez que vous avez la maladie, vous avez le cancer de la prostate, on est déjà à un stade très évolué. Le premier cancer en urologie, c'est le cancer de la prostate. En Côte d'Ivoire, les sujets atteints de cette pathologie arrivent généralement à un stade avancé de la maladie. Alors, la communication et une unification de la formation en urologie s'impose. Notre laboratoire est vraiment engagé dans la formation des spécialistes, dans la formation des médecins généralistes, en tout cas du corps médical et paramédical pour la prise en charge du cancer de la prostate, mais aussi du cancer du sein. Le cancer de la prostate se situe au premier rang des tumeurs les plus fréquents chez l'homme, avec plus de 40 000 cas diagnostiqués en 2017. Au retour sur le plateau, après cet élément explicatif, ce postulat posé, nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau le professeur Koulibaly Noël, urologue au CHU de Trècheville. Alors, tout de suite, rassurons tout le monde et clarifions les choses. La prostate, c'est un organe. Ce n'est qu'un organe, ce n'est pas une maladie. Merci pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur votre plateau. Effectivement, la prostate, c'est un organe génital interne chez l'homme. Donc, tous les mammifères de sexe masculin en ont un. Et donc, il est inadapté, comme certains de nos parents le disent très souvent, j'ai la prostate, j'ai la prostate. Non, c'est un organe voilà, qui peut avoir des maladies. Voilà. Alors justement, quand la maladie intervient, quels sont les symptômes avant-coureurs, avant qu'on vienne dire j'ai la prostate plutôt que j'ai une maladie de prostate? Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la prostate, comme je le disais, c'est un organe génital qui se situe en dessous de la vessie et donc qui est traversé par, on va dire, le canal urinaire qui permet d'évacuer les urines depuis la vessie. Donc les maladies qui vont se développer à ce niveau vont se traduire essentiellement par des signes urinaires. Mais il est idéal de ne pas attendre d'avoir des signes pardon, avant de consulter. Je veux parler particulièrement du cancer de la prostate. Parce que dans le cas du cancer, lorsqu'on attend d'avoir des signes, la maladie est déjà trop évoluée.
nous reviendrons probablement sur ce qu'il y a à faire pour la prévention. Justement, on va parler maintenant du diagnostic. Comment se fait le diagnostic en cas de maladie? Comment se fait le diagnostic concrètement? Alors, comme je le disais tantôt, la prostate étant située sous la vessie et sur le chemin des urines, les maladies à ce niveau vont se traduire essentiellement par des signes urinaires, c'est-à-dire des difficultés à uriner. Vous avez entendu la dame dans le reportage tout à l'heure qui disait que son aîné avait des difficultés, des brûlures. Oui, après voilà. l'urine. On peut même avoir du sang dans les urines. Et ce qui est assez fréquent, c'est l'émission fréquente d'urine. C'est-à-dire que le patient va se réveiller plusieurs fois la nuit d'abord, ensuite c'est la journée. Il ira plusieurs fois aux toilettes sans avoir vraiment satisfait son besoin. Alors, dites-nous, docteur, là, à ce moment précis-là, c'est quoi la fréquence pour un homme? Combien de fois par jour pour aller uriner? Et puis, à quel moment ça doit inquiéter concrètement pour ceux qui nous suivent? C'est une bonne question. Vous savez, en biologie, il n'y a pas de valeur mathématique stricte. Mais si on tient compte de la capacité de la vessie et puis de la quantité d'urine produite par chacun des reins, on estime que la vessie se remplit toutes les 3 à 4 heures. Donc, aller uriner toutes les 3 à 4 heures pour un adulte normal, je dirais que c'est quelque chose qui est physiologique. C'est normal, 3 à 4 heures. Voilà. Okay. D'accord. Puisque nous parlons de la prostate, nous allons demander comment se fait la prise en charge quand on diagnostique que la prostate est touchée, comment la prise en charge se fait? La prise en charge va dépendre de la maladie. Plusieurs maladies peuvent se développer au niveau de la prostate. Je vais insister sur 3. La première maladie, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, ce que nos parents ont l'habitude d'appeler communément la prostate ou l'adénome de la prostate. C'est une augmentation de taille de la prostate, mais qui n'est pas cancéreuse, pour rester simple. Et c'est la maladie la plus fréquente. Lorsque je me réfère aux statistiques de notre service, au CHU de Trècheville par exemple, c'est la maladie pour laquelle 40% des interventions sont réalisées. Donc cette maladie va se traduire donc par une émission fréquente d'urine, pour laquelle le médecin va examiner le patient. L'examen essentiel, c'est le toucher rectal, c'est-à-dire un doigt qui va être introduit dans le rectum permettant de palper la prostate, et puis associé à une échographie et surtout un dosage sanguin, qui est une substance produite par la prostate qu'on appelle le PSA. Et avec l'analyse de l'interprétation de tous ces examens, il va conclure que c'est une maladie qui est non cancéreuse et le traitement approprié va être appliqué. La deuxième maladie, c'est la prostatite, c'est-à-dire c'est une infection. Elle va se traduire un peu, en se référant à notre contexte, ça peut être comparé à un accès palustre. Quelqu'un qui vient vous dire qu'il a un paludisme ou une grippe avec des signes urinaires. Donc il a une fièvre, des frissons, etc., des brûlures en urinant. Et donc ça doit faire penser à une prostatite. Et le traitement, il est essentiellement basé sur les antibiotiques. Et puis, la troisième maladie, c'est le cancer de la prostate, qui est donc une augmentation de taille due à un cancer. Voilà. Une augmentation maligne, donc qui est potentiellement grave, parce que non traitée, elle va avoir un retentissement et des complications qui peuvent aboutir à la mort. Et donc, le traitement de chacune de ces maladies-là est différent. Alors, ça fait un peu peur. À partir de quel âge? Est-ce qu'à 18 ans, 19, 30 ans? On dit souvent après 40 ans, dans les examens d'un homme, il doit avoir l'examen de la prostate. C'est vrai, mais à quel moment? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais vous inquiéter encore. Le fait d'être de race noire est un facteur de risque. Ah bon? Oui. Il y a une prédominance chez... Voilà, le cancer de prostate est plus fréquent chez le sujet de race noire. Et donc, nous sommes déjà dans des conditions qui nous amènent à faire un dépistage beaucoup plus précoce. Lesquelles conditions? Non, le fait d'être noir. Il y a d'autres paramètres, mais le fait d'être noir déjà fait qu'on est obligé de faire un diagnostic, un dépistage
À partir de l'âge de 45 ans. 45. À partir de 45 ans, il est idéal que tout sujet masculin ait un examen chez son urologue. C'est-à-dire un toucher rectal avec au moins un dosage du PSA. Toucher rectal, d'accord. Et donc, cela s'applique aussi chez les sujets qui ont dans leur famille des parents qui ont déjà eu des cancers de prostate. Parce qu'il y a des familles où on a plus facilement une propension à faire des cancers. Et donc, ces deux examens, le toucher rectal et le dosage du PSA, vont permettre de savoir s'il y a un risque ou pas. Au cas où il n'y a pas de risque, cela sert d'élément de référence auquel on peut se référer donc, pour la surveillance ultérieure. À partir du toucher rectal, on arrive à déterminer, on parle toujours du diagnostic et du traitement qu'on va éventuellement poser. Vous avez énuméré 3 sortes de maladies liées à la prostate. Oui. À quel moment intervient la chirurgie? Alors, dans le cas de l'adénome de la prostate, qui est la maladie la plus fréquente, dès lors que les médicaments, parce que dans un premier temps, on met des médicaments pour permettre d'améliorer la qualité de la miction du patient. Dès lors que les médicaments n'arrivent pas à régler le problème ou lorsque surviennent des complications, on est obligé de recourir à la chirurgie parce que la vessie ne se vidant pas, il peut y avoir une hyperpression, donc une augmentation de la pression au niveau des reins. Et donc ces reins-là vont se mettre à souffrir et on va se retrouver avec une insuffisance rénale. Pour ne pas arriver à ce stade, donc on peut être amené à faire une intervention chirurgicale qui idéalement se fait actuellement par voie endoscopique. C'est-à-dire qu'on rentre avec un instrument par les voies urinaires. Une sonde. Et on va aller, pas une sonde, c'est un instrument, un résécteur qui va permettre donc de couper la prostate de l'intérieur. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de plaie cutanée, il n'y a pas de pansement à faire en post-opératoire. C'est juste quelques petits points. Voilà. Il n'y a même pas de points puisqu'on rentre par les voies naturelles et le traitement se fait par là. C'est différent de la célioscopie. Et puis, dans le cas du cancer, pour proposer un traitement chirurgical, là encore je précise que le traitement chirurgical est un traitement curatif qui peut permettre d'obtenir la guérison avec la radiothérapie. Ce sont les 2 traitements qui peuvent permettre de guérir le cancer de prostate. Mais cela se fait dans des conditions particulières. Pour rester simple, on dira que lorsque la maladie est encore limitée à la prostate, lorsqu'elle reste à l'intérieur de la prostate, on peut proposer soit la radiothérapie, soit la chirurgie. Mais la chirurgie a des conséquences qui font que des patients qui rentrent dans le cadre de ces indications-là refusent parfois l'intervention. Notamment, les 2 complications majeures, c'est l'incontinence urinaire post-opératoire, c'est-à-dire le patient qui va perdre des urines, et puis surtout l'impuissance sexuelle. Ah, justement. Alors, docteur, je reviens sur le côté où les Noirs, enfin les personnes de type africain sont les plus touchées. C'est dû à quoi? Notre alimentation, notre situation géographique? Vous êtes professeur, il y a certainement des études, je ne sais pas. Pourquoi nous? Oui, c'est un constat qui a été fait parce que les premières constatations ont été faites d'abord chez les Noirs américains en Alabama, qui ont la plus grande proportion de cancer de prostate. Et donc cela s'est observé également donc, dans tous les travaux qui ont été faits ultérieurement. Il y a des phénomènes génétiques qui pourraient être impliqués également, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du cancer de la prostate est d'étiologie multifactorielle. Parce qu'on se rend compte que même l'environnement dont vous parliez tantôt intervient dans la survenue du cancer de prostate. Les populations, par exemple, qui font le moins de cancer de prostate sont les populations asiatiques. Mais on se rend compte que pour les sujets qui émigrent, par exemple, du Japon ou de la Chine aux États-Unis, ils ont une proportion de cancer de prostate qui est beaucoup plus élevée que celle des parents. Il y a l'environnement qui joue, les facteurs alimentaires, les facteurs génétiques. Donc, il y a un nombre important de facteurs à prendre en compte qui serait assez compliqué à développer sur ce plateau. D'accord. Reparlons du traitement de la chirurgie. Dans le temps, vous nous avez expliqué qu'il y a de nouvelles techniques. Hein. Sinon, dans le temps, c'était une hantise pour les différents patients de passer sous le bistouri. Oui. Parce qu'on avait peur après qu'il y ait des décès. Maintenant, comment ça se comporte, la proportion?
Mais la proportion n'a pas vraiment beaucoup varié parce que on a des patients qui, comme je le disais, rentrent dans le cadre des indications opératoires mais qui refusent en raison des complications que cela présente. Et donc on est obligé de leur appliquer un traitement médical qui n'est pas vraiment l'idéal pour eux, sachant que ce traitement médical-là, au bout de 2 ans, il n'est plus efficace. Parce qu'on laisse le cancer en place et on met un traitement médical, c'est ce qu'on appelle une hormonothérapie, parce que le développement du cancer de la prostate nécessite une hormone qu'on appelle la testostérone qui est produite par les testicules. Donc c'est en jouant sur le blocage de cette hormone-là qu'on va freiner l'évolution du cancer. Donc les sujets refusent l'intervention chirurgicale et donc on se retrouve avec des patients qui auraient pu être guéris de leur maladie mais qui vont évoluer vers des complications. Il y a aussi le fait que les plateaux techniques de nos CHU ne sont pas vraiment adéquats. Des efforts ont été faits, mais ce n'est pas encore suffisant pour pouvoir prendre en charge de façon optimale les cancers de prostate. Les ressources humaines existent. Maintenant, il faudrait que les conditions soient, les moyens techniques suivent. Professeur, alors, il y a beaucoup d'idées reçues, vous savez, en maladie, et concernant la prostate en particulier. On dit souvent que c'est dû à trop d'activité sexuelle. Et puis, il y a une autre idée reçue, fausse ou vraie, qui dit que plus de 21 rapports au mois permet d'éviter la prostate. L'avis de l'expert. Alors, j'attendais cette question parce que c'est un classique, c'est inévitable. Alors, là encore, il y a un peu d'amalgame. Les gens ont tendance à dire que le fait d'avoir une hyperactivité sexuelle favorise les maladies prostatiques. C'est oui et non. Alors, je vous ai dit que la prostatite, c'est une maladie infectieuse. Voilà. Donc, effectivement, les rapports sexuels non protégés peuvent favoriser la survenue d'une prostatite. Donc, il y a une maladie infectieuse. Okay. Par contre, en ce qui concerne le cancer de la prostate, des travaux assez sérieux ont permis de démontrer que 21 éjaculations par mois serait plutôt un facteur protecteur. Par mois? Voilà. Éjaculation. 2 jours sur 3. 21 éjaculations? Il a calculé. Voilà. 2 jours sur 3, oui. Voilà. D'accord. Donc, maintenant, l'éjaculation, on peut l'avoir au cours d'un rapport ou en dehors d'un rapport, selon les tendances des uns et des autres. En tout cas, merci de le préciser. Voilà. Donc, comme je le disais, vous avez vu l'infection qui peut être concomitante d'un rapport sexuel, le cancer de la prostate. Donc, toutes ces maladies ayant en commun des signes urinaires, on a tendance à faire l'amalgame. Donc, le plus simple, en général, lorsqu'il y a une inquiétude, je pense, c'est de passer voir votre médecin qui va pouvoir vous rassurer. Mais alors, professeur, vous conseillerez quoi dans la prévention de ces maladies-là? Quel est le conseil que vous donnerez? Alors, la prévention de ces maladies, déjà, je pense, c'est de faire un check-up dès l'âge de 45 ans pour avoir des valeurs de base. Okay. Et puis, précision, hein, pour les sujets qui voudraient utiliser l'éjaculation comme moyen de prévention du cancer de la prostate, les travaux qui ont été réalisés ont montré que pour cela, il fallait avoir eu cette activité-là à partir de l'âge de 20 ans, entre 20 et 40 ans. Alors, je pense une indication précise, en tout cas. Voilà, pour certaines personnes, c'est une précision déterminante. Pour certaines personnes, il est déjà ça va pas être facile à les gérer. Voilà. Alors, je ne pourrais pas m'avancer à dire qu'il faut avoir 21 rapports sexuels par mois parce que c'est une prescription médicale qui serait assez difficile à honorer pour certains. Mais il a été avéré, par exemple, que la consommation de thé vert chez les sujets asiatiques serait un facteur protecteur. Mais là aussi, c'est quelque chose qui fait partie de leur mode de vie. Donc, ce n'est pas à 50, 60 ans chez nous ici que si vous vous mettez à consommer du thé vert ou à consommer, par exemple, la tomate qui contient des lycopènes, etc., que ça va changer quelque chose. Par contre, en adoptant, par exemple, une certaine hygiène de vie, un certain mode alimentaire, peut-être nos enfants pourraient être préservés du grand risque de cancer de prostate. Professeur, vous avez parlé des examens à 45 ans. Quels sont les examens précis qu'on fait à 45 ans?
Alors, à 45 ans, il faut voir son urologue qui va faire un examen médical complet avec un toucher rectal, comme je l'ai dit, l'examen digital de la prostate, plus un examen sanguin. Et lorsque une analyse, l'interprétation de ces deux examens va retrouver une anomalie, on peut prescrire ce qu'on appelle une biopsie prostatique. C'est-à-dire qu'on va aller avec un appareil prélever des morceaux de prostate qui vont être analysés au microscope. Et c'est le médecin anatomopathologiste qui nous dira s'il y a des cellules cancéreuses ou pas. Malignes ou bénignes. Exactement. Et c'est à partir de ce moment que le diagnostic peut être retenu avec une classification. Et dès lors, on mettra en œuvre les examens qu'il faut pour voir si c'est un cancer qui est limité à la prostate ou qui n'est pas limité. Parce que là encore, il y a une classification et les prescriptions qu'on va vous faire dépendront du stade de la maladie. Très bien. Et les prescriptions, on a parlé là de traitement médicamenteux, de chirurgie. Oui. Après ces deux phases-là, on a dit que la sexualité allait être impactée. Comment? Et est-ce que c'est une forme de vasectomie en même temps, la chirurgie? Alors, non, la vasectomie, c'est une méthode contraceptive qui va consister à ligaturer les canaux déférents. Donc ça, c'est pour empêcher donc, les sujets d'avoir une descendance. On va procréer à nouveau. Voilà, exactement. Par contre, comme vous le disiez, on peut faire un acte chirurgical au niveau des testicules qui va consister en une castration. Donc ça s'appelle une orchidectomie. Oui. On va enlever totalement les testicules parce que c'est le testicule qui produit à 95% la testostérone qui est l'essence, le moteur, donc le combustible pardon, pour la prostate. Mais le fait d'enlever les testicules ne suffit pas puisqu'il y a un autre organe qu'on appelle la surrénale qui produit 5% de cette testostérone-là qu'il va falloir bloquer avec des médicaments. Mais lorsqu'on se retrouve dans des conditions particulières où on a besoin de supprimer ou de bloquer l'action de la testostérone, le fait de faire une castration est un moyen efficace parce qu'on arrive à obtenir ce qu'on appelle un taux de castration en 12 heures. Et ça permet d'éviter d'acheter des médicaments qui reviennent autour de 100 000 francs par mois. Voilà. Et puis, l'autre moyen chirurgical, qui lui s'attaque vraiment à la maladie et qui va consister à aller extraire la prostate en totalité. Donc c'est ce qu'on appelle la prostatectomie radicale, qui est une intervention chirurgicale, malheureusement au cours de laquelle les nerfs qui permettent l'érection sont lésés, parce qu'ils passent juste derrière la prostate. C'est ce qui explique l'impuissance, mais qui peut être plus ou moins corrigée par certaines médications après l'intervention. Professeur Coulibaly, vous avez plongé ce studio dans un silence de cathédrale. Les hommes de ce studio et même de la régie sont très calmes. Je vois des bras croisés. On va décompresser tant soit peu pour dire que, bon, le truc, c'est la prévention. Et d'aller à temps chez le docteur, c'est cela. Hein? Voilà. Il faut aller, dès lors de 45 ans, il faut avoir un bilan initial au moins. Deuxièmement, on vous fera des examens à une séquence en fonction de ce qu'on aura obtenu comme résultat. Et une solution peut être proposée à différents stades de la maladie. Et si cela peut vous rassurer, il y a une très grande proportion de sujets porteurs de cancer de prostate qui déambulent avec nous tous les jours, qui se portent bien, qui ont une vie normale. Donc, je pense qu'il faut demander aux sujets d'être attentifs à leur prostate, mais il n'y a pas lieu d'être désespéré. Voilà. Alors, professeur, tous les hommes sont-ils condamnés à manifester ou à présenter une prostate au cours de leur vie? En fait, la prostate, dès lors de l'âge de 40 ans, se met à grossir. Maintenant... Naturellement. Voilà. Donc, elle peut occasionner des signes urinaires ou non. C'est-à-dire, si le développement se fait vers l'extérieur, vous comprenez que la voie urinaire ne sera pas comprimée. Donc, il y a des gens qui vont mourir sans jamais avoir de signes urinaires. D'accord? Par contre, le développement du cancer de prostate ne peut pas être prévu, mais on sait que c'est une maladie qui est fréquente avec l'âge. Si vous prenez des sujets de 100 ans, vous aurez pratiquement 100% de cancer. Il y aura des cellules cancéreuses. Par contre, c'est un cancer qui est assez latent.
Donc certaines personnes peuvent mourir sans jamais avoir de signes d'hypertrophie bénigne de la prostate ni de cancer. Donc le fait d'être de race noire nous interpelle, que nous soyons un peu plus vigilants, mais ça ne veut pas dire que nous allons tous mourir de cancer de prostate. Ah, amen. Quid par exemple, l'Africain qui a grandi dans une zone entre guillemets de confort, par exemple, qui va en Asie, qui fait son enfance en Asie, parce que malgré le fait qu'il soit africain ou qu'il va en Europe, est-ce que lui, il est épargné, entre guillemets? Je pense que ces risques seront moindres que ceux des Africains restés sur le continent, parce que les facteurs environnementaux vont jouer en sa faveur. Voilà. Quels sont ces facteurs-là? Le temps? Non, l'environnement en lui-même, mais surtout l'alimentation. Le régime alimentaire des Asiatiques n'est pas le même que chez nous. Il est très peu gras, très peu épicé, avec suffisamment de légumes, etc. Nous en consommons peu. Il y a la consommation de viande rouge aussi qui pourrait intervenir. Donc, je pense qu'un tel sujet va garder le facteur de risque lié à sa race noire, mais le fait qu'il soit dans un environnement différent, avec une alimentation différente, va jouer, va militer donc pour une baisse du risque. Professeur, parlons du coût pour supporter. Est-ce que le coût est accessible par rapport à la prise en charge ici? Pour le cancer de la prostate? Oui, pour toutes les maladies découlant. Vous avez parlé de plateau technique. Oui, qui n'est pas assez le plateau avancé. technique n'est pas suffisant pour nous permettre de faire face à la demande de tous les patients. Donc, ce n'est pas suffisant, c'est que c'est cher. Non, disons que si on avait tout ce qu'il faut au CHU, on pourrait allègrement les prendre en charge. Mais ce que je veux dire, c'est que du fait de l'insuffisance du plateau technique, certains sont obligés de se faire prendre en charge au privé. Et sans assurance, c'est assez difficile. C'est la raison pour laquelle nous attendons avec impatience l'assurance maladie universelle qui devrait pouvoir soulager la plupart de nos patients. Et c'est sur cette note d'espoir, mesdames et messieurs, que nous allons terminer cette émission. Merci à vous, professeur Coulibaly Noël. Je rappelle que vous êtes urologue au CHU, au Centre hospitalier universitaire de Treichville. C'est dans le sud de la commune d'Abidjan. Merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. On se retrouve avec beaucoup de plaisir, en bonne santé par la grâce de Dieu, demain. Ciao, ciao.